Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 35 ans et je suis revenu dans le Perche pour vider la ferme de mes parents, les chênes centenaires. Je ne savais pas encore que cette promesse, faite à 15 ans sous le grand chêne, pesait encore de tout son poids 20 ans plus tard. Mais laissez-moi reprendre depuis le début, depuis mon retour. La voiture de location a toussé en s'engageant sur le chemin de terre, ses pneus crissant sur les graviers, comme s'ils n'avaient rien à faire là. J'ai coupé le contact. Le silence qui a suivi était assourdissant, seulement brisé par le bruissement des feuilles et un vent frais qui sentait la terre humide et les feuilles mortes. J'ai posé la main sur le volant, mes doigts crispés sur le plastique, et j'ai regardé la maison. La peinture s'écaillait, un volet pendait de guingois. Rien n'avait bougé, et pourtant tout avait changé. Je suis sorti de la voiture, mes chaussures de ville s'enfonçant légèrement dans la boue séchée. La clé a grincé dans la serrure. En poussant la lourde porte en chêne, une odeur de poussière, de bois froid et de temps arrêté m'a saisi à la gorge. Des draps blancs recouvraient les meubles comme des fantômes endormis. J'ai traversé le salon, mes pas soulevant de petits nuages de poussière qui dansaient dans le ray de lumière solitaire d'une fenêtre sale. J'ai touché le dossier d'un fauteuil, laissant une trace nette sur la toile blanche, avant de vite retirer ma main. Mes journées ont pris un rythme mécanique. Ouvrir des caisses, trier des objets, faire des listes pour l'agent immobilier. Je prenais une vieille tenaille, sentais le poids familier du métal dans ma paume, la rouille qui s'effritait sous mes doigts, puis je la reposais sur la table et cochais une case sur mon carnet. Chaque objet était un souvenir que je devais emballer et étiqueter pour la vente. Je travaillais sans m'arrêter, juste pour ne pas avoir à lever la tête. Le premier soir, en faisant le tour du terrain, mon regard s'est accroché au grand chêne qui marquait la limite avec la ferme voisine. La corde de la balançoire était toujours là, effilochée, verdie par la mousse. Elle se balançait doucement, comme un soupir. Je me suis arrêté, j'ai enfoncé mes mains dans les poches de mon jean, et je suis resté là, à la regarder, pendant que le soleil descendait derrière les collines. Le bois de la branche était usé à l'endroit où la corde avait frotté. La solitude était plus dense ici. Le soir, je me réchauffais une conserve sur la vieille gazinière. Le bruit de ma fourchette raclant l'assiette en faïence résonnait dans la cuisine vide. Je lavais mon unique assiette, mon unique verre, et je les rangeais dans le placard qui sentait le renfermer. Par la fenêtre, je voyais les lumières de la laiterie du Vallon, la ferme d'à côté. Une vie qui continuait, juste là, de l'autre côté du champ. Je tirais les rideaux. Le lendemain après-midi, je vérifiais la clôture qui longeait le chemin. Un piquet de bois était pourri à la base, je l'ai secoué et il m'est resté dans la main. C'est là que j'ai entendu le bruit d'un moteur qui s'arrêtait. Un vieux pick-up bleu était garé à une vingtaine de mètres. Une silhouette en est descendue et a commencé à marcher dans ma direction. J'ai lâché le piquet, essuyant instinctivement la terre de mes mains sur mon pantalon. Mon cœur a cogné une fois, fort, contre mes côtes. C'était Chloé. Je l'ai reconnue tout de suite, même si tout était différent. Ses cheveux châtains étaient relevés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait un jean de travail et des bottes couvertes de boue. Elle s'est approchée sans se presser, le regard noisette fixé sur moi, direct, impossible à déchiffrer. J'ai remarqué ses mains, fortes, qui tenaient une paire de gants. J'ai baissé les yeux sur mes propres chaussures, soudainement ridicules. Je me sentais comme un étranger sur ma propre terre. Elle s'est arrêtée à quelques pas. L'espace entre nous semblait infranchissable, rempli de toutes les années de silence. Le vent faisait bruire les feuilles du chêne au-dessus de nos têtes. J'ai ouvert la bouche pour dire son nom, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge était sèche. Je me suis contenté de rester là, immobile, sentant le soleil de fin d'après-midi sur ma nuque, attendant qu'elle parle la première. Chaque seconde qui passait ajoutait un poids supplémentaire sur mes épaules. Sa voix, quand elle a parlé, était plus grave que dans mes souvenirs. Une voix calme, posée, mais qui portait le poids de la terre. Tu avais promis de revenir dans cette ferme. Ce n'était pas une question, ni un reproche. Juste un fait, énoncé simplement, qui a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. L'air m'a manqué un instant. J'ai senti le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, avec mes mains devenues inutiles. J'ai dégluti difficilement, le regard fuyant vers le chemin de terre, puis je l'ai forcé à remonter vers ses yeux. Les mots sont sortis malgré moi, à peine un murmure, une question pleine d'un espoir que je n'avais pas le droit d'avoir. La promesse tient toujours. Sa mâchoire s'est très légèrement crispée. C'était à peine perceptible, mais je l'ai vu. C'était la seule réponse que j'obtiendrais aujourd'hui. Je savais que tout commençait et finissait avec cette question. Elle n'a pas répondu avec des mots. Un très léger haussement de sourcils, et un mélange de scepticisme et peut-être autre chose que je n'ai pas su identifier. Puis, elle a fait demi-tour et retourné à son pick-up sans un regard en arrière et a démarré. Le nuage de poussière soulevé par les pneus a mis du temps à retomber. Je suis resté seul sur le chemin, Léo, face à la ferme de Chloé, avec le poids de sa question laissée en suspens dans l'air du Perche.
Je suis resté là, le souffle court, à regarder le nuage de poussière retomber lentement sur le chemin. La promesse tient toujours ? Mes propres mots flottaient dans l'air, stupides et dérisoires. Je me suis baissé et j'ai ramassé le piquet de clôture pourri que j'avais lâché. Le bois s'est effrité entre mes doigts, ne laissant qu'une poignée de sciure humide et de regrets. Je l'ai jeté dans l'herbe haute et je suis rentré à la maison, les épaules lourdes. Les jours suivants se sont étirés, lents et silencieux. Je continuais mon inventaire, ouvrant des cartons qui sentaient la naphtaline et le passé. Dans une vieille boîte à chaussures, j'ai trouvé 2 figurines de cow-boy en plastique, une avec le chapeau cassé. Je l'ai tenue dans ma paume un instant avant de la remettre à sa place et de refermer le couvercle. De la fenêtre du grenier, je voyais parfois la silhouette de Chloé, minuscule au loin, déplaçant une clôture électrique dans ses champs. Une semaine plus tard, j'étais en train de déboucher le vieil évier de la cuisine quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était l'agent immobilier. Des complications avec les titres de propriété, un retard de plusieurs semaines, peut-être un mois. J'ai raccroché, les mains encore mouillées, et j'ai regardé la moisissure sur le joint du robinet. 1 mois. Je me suis appuyé contre le mur froid, fermant les yeux. Le bruit de l'eau qui s'écoulait enfin dans la canalisation était le seul son. 2 jours après, le moteur de la vieille tondeuse a refusé de démarrer. J'ai tiré sur le lanceur jusqu'à avoir mal à l'épaule, jurant à voix basse. C'est là que son pick-up bleu a ralenti sur le chemin. Elle a baissé sa vitre. L'arrivée d'essence est sans doute bouchée. Tape dessus avec un manche de tournevis. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a simplement remonté sa vitre et continué sa route. J'ai fixé le moteur un long moment avant de chercher un tournevis dans la grange. J'ai suivi son conseil. Au 3e coup, le moteur a toussé, puis a démarré dans un nuage de fumée bleue. J'ai tondu la pelouse envahie par les mauvaises herbes, l'odeur d'herbe coupée me rappelant des étés lointains. Plus tard, assis sur les marches du perron, j'ai vu son tracteur dessiner des lignes parfaites dans le champ d'en face. Elle était droite dans son siège, concentrée, ne faisant qu'un avec la machine. J'ai suivi sa progression jusqu'à ce que le soleil se couche. La semaine d'après, je suis allé faire des courses à Belém. Je l'ai croisée dans le rayon bricolage de la coopérative agricole. Elle choisissait des vis, les soupesant dans sa main calleuse. On a échangé un simple hochement de tête. En me retournant, mon coude a heurté une pile de boîtes de peinture qui a vacillé dangereusement. Sa main a jailli pour la stabiliser. Nos doigts se sont frôlés une fraction de seconde. « Fais attention », a-t-elle juste dit avant de tourner les talons et de se diriger vers la caisse. Ma routine s'est installée. Le matin, je travaillais dans la maison. L'après-midi, je m'occupais de l'extérieur. Je me surprenais à écouter le bruit de son quad qui ramenait les vaches, à guetter la lumière de la salle de traite qui s'allumait avant l'aube. Assis sur la terrasse, en nettoyant une vieille lanterne à pétrole, mon regard se perdait systématiquement de l'autre côté du chemin, vers la laiterie du vallon. Je ne cherchais rien, j'attendais juste, sans savoir quoi. Un soir, le vent s'est levé, je suis allé jusqu'au grand chêne qui séparait nos 2 terres. La corde de la balançoire était toujours là, usée, presque grise. Je l'ai tirée doucement. Les fibres se sont un peu plus effilochées sous mes doigts. J'ai levé la tête vers la branche massive, là où des années de frottement avaient poli le bois. J'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai lâché la corde d'un coup, comme si je venais de commettre une faute. C'était elle, elle vérifiait sa clôture. Elle a levé les yeux vers le ciel, plissant le front. Ça va tourner à l'orage cette nuit. Pense à rentrer tes outils. Elle n'a même pas regardé la balançoire, comme si la corde était invisible pour elle. Son regard était fixé sur les nuages sombres qui s'accumulaient à l'ouest. C'était une habitude que je lui connaissais depuis l'enfance, cette façon de lire le temps dans le vent et la couleur du ciel. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. La parcelle derrière la grange. L'eau stagne toujours au fond ? J'ai désigné la zone d'un vague geste de la main. Elle a suivi mon regard, ses yeux balayant la terre, avec une expertise que je n'avais plus. Oui, il faudrait refaire le drainage. Tes parents en parlaient déjà. Elle m'a regardé, et pour la première fois, son expression n'était ni dure, ni distante, juste factuelle. Quelques jours plus tard, je devais déplacer la vieille armoire normande de mes grands-parents. Elle pesait 1 tonne. J'ai essayé seul, sans succès. J'ai essuyé la sueur de mon front, puis j'ai traversé le chemin. Je l'ai trouvée dans l'étable, en train de panser la patte d'un veau. Elle lui parlait d'une voix douce. Je suis resté à l'entrée, sentant l'odeur chaude du foin et des animaux, et j'ai attendu qu'elle ait fini sans dire un mot. Elle a accepté de m'aider d'un simple signe de tête. On a transporté l'armoire sans parler, nos souffles saccadés se mêlant au grincement du bois sur le plancher. Je la sentais s'arc-bouter de son côté. Je voyais les muscles de ses bras se tendre sous son t-shirt. On a déposé le meuble contre le mur du salon. Elle a passé le dos de sa main sur son front, laissant une petite trace de poussière sur sa tempe. Pour la remercier, je lui ai proposé un verre d'eau. On s'est assis sur les marches du perron, chacun à une extrémité.
Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur la cour. Elle faisait tourner son verre entre ses mains, regardant les traces de condensation qui coulaient sur le verre. J'ai gratté une tache de peinture sur la marche avec mon ongle. Le silence n'était plus le même. Il n'était plus vide, il était juste calme. Elle a soupiré, un souffle léger, presque inaudible. J'ai une vache qui ne va pas bien. Le vélage s'est mal passé. Elle a bu une gorgée d'eau, le regard perdu vers ses champs. Le vétérinaire dit qu'il faut attendre. Elle a haussé les épaules, un geste qui se voulait détaché, mais qui ne l'était pas. La terre, elle, n'attend pas. Elle a posé son verre vide sur la marche, s'est levée et est partie sans ajouter un mot. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit levé, j'ai préparé un thermos de café bien fort. Je l'ai apporté jusqu'à la clôture qui nous séparait et je l'ai posé sur un piquet, bien en évidence, du côté de son chemin. Je ne l'ai pas attendu. Je suis retourné à mes propres tâches, le bruit de mes pas crissant sur le gravier. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si elle le prenait. Ce soir-là, en rentrant de la ville, j'ai trouvé le thermos sur mon perron. Il était vide et propre. À côté, il y avait 3 pommes rouges, parfaitement alignées. Je les ai prises. Elles étaient encore fraîches de l'arbre. Je suis resté là, une pomme dans chaque main, le thermos sous le bras. Cela faisait presque un mois que j'étais revenu. Un mois que l'on se croisait. J'ai levé les yeux vers sa ferme, et j'ai vu sa silhouette sur le pas de sa porte. Elle a levé la main. J'ai levé la mienne en retour. Ce petit rituel du thermos et des pommes a tout changé. Les jours suivants, on a commencé à se parler. Vraiment. Pas de grandes discussions, juste des petites phrases échangées par-dessus la clôture. « Le sol est sec », disait-elle en regardant mes champs. Je répondais en nettoyant une vieille gouttière. Il faudrait de la pluie avant la fin de la semaine. On parlait de la terre, du temps, des choses qui ne demandaient pas de regarder en arrière. Nos mots étaient comme des outils, pratiques et sans fioritures. Le mardi, je la voyais passer avec son tracteur. Le jeudi, c'était moi qui passais devant son portail pour aller en ville. On a commencé à synchroniser nos travaux, sans se le dire. Quand je réparais la clôture du fond, elle venait vérifier la sienne de son côté. On travaillait en silence, le bruit de nos marteaux sur les piquets se répondant d'un champ à l'autre. Je lui ai passé une tenaille par-dessus les barbelés, nos doigts se sont effleurés, j'ai retiré ma main un peu trop vite. Je la regardais souvent travailler. Elle avait une façon de faire les choses, une économie de gestes que j'avais oubliée. Chaque mouvement était précis, efficace. Elle soulevait un sac d'aliments pour le bétail sans effort apparent, le dos droit, les muscles de ses bras dessinés sous son t-shirt. Je me sentais maladroit en comparaison, avec mes mains de citadin qui se fatiguaient en vite. Je frottais une ampoule naissante dans ma paume en détournant le regard. Certains soirs, après le travail, je traversais le chemin et je m'asseyais sur les marches de sa terrasse pendant qu'elle finissait de ranger ses outils. Elle m'apportait un verre de limonade sans rien dire. On restait là à regarder le soleil descendre derrière les collines, écoutant les vaches rentrer à l'étable. Le bois de la marche était usé sous mes doigts. Le silence entre nous n'était plus une absence de mots, mais un espace partagé. Un soir, elle a pointé son menton vers la vieille chaise à bascule sur la terrasse. C'était la place de mon père. Il pouvait rester des heures ici, juste à regarder le temps passer. Elle a fait tourner son verre entre ses mains, le regard fixé sur la chaise vide. Après sa mort, je n'ai pas pu m'y asseoir pendant 1 an. J'ai hoché la tête, j'ai gratté une écharde sur la rampe, je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Quelques jours plus tard, le ciel a commencé à changer. Un vent froid s'est levé, charriant une odeur de pluie et de feuilles mouillées. Les nuages à l'ouest devenaient noirs, lourds. J'ai vu Chloé courir pour rentrer des bâches. De mon côté, j'ai commencé à fermer les volets de la vieille maison, le bois claquant sous les premières rafales. Le vent sifflait dans les branches du grand chêne, un gémissement bas et continu. L'orage a éclaté avec une violence soudaine. Une pluie drue s'est abattue, transformant la cour en un bourbier. Je me suis souvenu du toit de la grange. La partie ouest était fragile. J'ai attrapé une vieille bâche et je me suis précipité dehors. Le vent me fouettait le visage. La bâche se débattait entre mes mains comme une bête sauvage. J'ai grimpé sur l'échelle glissante, luttant pour ne pas perdre l'équilibre. Soudain, elle était là, trempée. Les cheveux collés au visage, elle tenait un coin de la bâche. On n'a pas échangé un mot, juste des regards. On a lutté ensemble contre le vent, nos mouvements devenant une sorte de danse désespérée et efficace. Un éclair a zébré le ciel, illuminant son visage concentré, sa mâchoire serrée par l'effort. On a finalement réussi à fixer la bâche avec de vieilles pierres juste avant que le déluge ne redouble. On s'est réfugié dans la grange, claquant la lourde porte derrière nous. Le bruit de la pluie sur le toit en tôle était assourdissant. On était là, essoufflés, trempés jusqu'aux os, dans la pénombre qui sentait le foin et la poussière. J'ai trouvé une vieille lanterne à pétrole. J'ai gratté une allumette.
La petite flamme a jeté des ombres dansantes sur nos visages. J'ai vu des gouttes d'eau perler sur ses cils. Elle s'est laissée glisser le long d'une botte de paille, la tête renversée en arrière, les yeux fermés. La terre, elle, n'attend pas, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Sa voix était lasse, chargée d'une fatigue qui semblait venir de bien plus loin que cet orage. C'était la fatigue des années passées à se battre, seule contre les saisons, contre les pannes, contre le silence. Je me suis assis sur une caisse en bois un peu plus loin, laissant l'espace entre nous. J'ai enlevé ma veste trempée et je l'ai posée sur un vieux râteau. Je ne savais pas quoi faire de mes mains, alors je les ai simplement posées sur mes genoux. Je l'écoutais respirer, un souffle lent et profond qui se mêlait au martèlement de la pluie. Je n'ai pas essayé de trouver des mots pour la réconforter, je suis juste resté là. Parfois, je passais des semaines sans parler à personne d'autre qu'à mes vaches, a-t-elle continué, les yeux toujours clos. L'hiver, c'est le pire. Quand tout est gelé et que la nuit tombe à 4 heures, elle a ouvert les yeux et les a tournés vers moi. Je me disais, il reviendra, il l'a promis. Ce n'était pas un reproche, juste le poids d'une attente, énoncée à voix haute pour la première fois. J'ai avalé ma salive. Mon regard est tombé sur la corde de la balançoire que je voyais par une fente de la porte, se balançant follement sous la pluie. « Je n'ai jamais eu le cœur de la couper », a-t-elle dit, comme si elle lisait dans mes pensées. C'était stupide, c'était juste une corde. J'ai secoué la tête, incapable de formuler une réponse. Mes doigts se sont crispés sur le bois de la caisse. Une larme a roulé sur sa joue, se mêlant à l'eau de pluie. Elle l'a essuyée d'un revers de main rapide, presque en colère. J'ai fait un mouvement pour me lever, pour m'approcher, mais je me suis rassis aussitôt. Mon poing s'est serré sur mon genou. Rester immobile était la chose la plus difficile que j'ai faite depuis mon retour. Je sentais le poids de chaque année de silence s'écraser sur mes épaules. Lentement, la pluie a commencé à se calmer. Le vacarme sur le toit s'est transformé en un léger crépitement. Chloé s'est levée et a poussé la grande porte. Une odeur de terre propre et d'herbe mouillée a envahi la grange. La lumière grise de la fin d'après-midi, filtrée à travers les nuages qui se déchiraient. Elle est restée sur le seuil, le dos tourné, à regarder le paysage lavé par la pluie. Je l'ai suivie dehors. L'air était frais, presque pur. On a marché sans un mot, jusqu'à la limite de nos 2 terres, nos bottes s'enfonçant dans la boue. Le soleil perçait enfin, faisant briller les gouttes d'eau sur les fils de la clôture. Chaque feuille, chaque brin d'herbe semblait neuf. Je me suis arrêté près du grand chêne, le cœur battant dans ma poitrine. Avant de traverser pour rentrer chez elle, elle s'est retournée. Elle a posé sa main sur mon avant-bras. Son contact était chaud malgré la fraîcheur de l'air. Juste une seconde. « Merci, Léo », a-t-elle dit doucement. C'était la première fois que sa voix n'était pas tendue, ni distante. J'ai simplement hoché la tête, la gorge nouée. Je l'ai regardé s'éloigner, sentant encore la pression de ses doigts sur ma peau. Ce soir-là, assis dans la cuisine silencieuse, j'ai regardé le vieux téléphone posé sur le buffet. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas pensé à l'appel de l'agent immobilier. J'ai pensé à la chaleur de sa main sur mon bras, au son de la pluie sur le toit de la grange. 2 mois s'étaient écoulés depuis mon retour. Et pour la première fois, l'idée de partir me semblait plus effrayante que celle de rester. J'ai passé la main sur mon visage, sentant la fatigue de la journée. Un sentiment nouveau, fragile, prenait racine en moi. C'était quelque chose de calme, de solide, comme la terre après la pluie. J'ai regardé par la fenêtre vers sa ferme. Une lumière était allumée dans la cuisine. Je suis resté là longtemps, le front appuyé contre la vitre froide, à regarder cette petite lumière jaune dans la nuit. Le lendemain matin, le soleil brillait sur un monde propre et nouveau. J'ai trouvé sur mon perron un panier contenant une miche de pain encore tiède, enveloppée dans un torchon. Il n'y avait pas de mots, il n'y en avait pas besoin. J'ai pris le pain, l'odeur de levain et de chaleur a rempli mes poumons. J'ai su, à ce moment-là, que quelque chose d'irréversible venait de se produire entre nous. J'ai passé la journée à réparer les dégâts de l'orage, le cœur plus léger. Chaque coup de marteau semblait plus juste, chaque planche clouée semblait consolider quelque chose en moi. Vers la fin de l'après-midi, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché, essuyant la sueur de mon front avec le dos de ma main. C'était l'agent immobilier. L'acheteur s'était désisté. J'ai raccroché sans un mot. Le téléphone est resté dans ma main, soudain lourd et froid. Le pain de Chloé était sur la table de la cuisine, sa croûte dorée semblait me narguer. J'ai tourné le dos, je suis allé m'appuyer contre le cadre de la porte, le bois frais contre mon front. Le silence de la maison venait de changer de nature. Il n'était plus paisible, il était vide. J'ai fermé les yeux, sentant le grain du bois sous mes doigts. J'ai attendu la fin de l'après-midi pour traverser le chemin. Mes pieds traînaient dans la terre humide, soulevant de petites mottes de terre qui collaient à mes chaussures. Chaque pas vers sa ferme me semblait plus difficile que le précédent. Je l'ai trouvée près de l'abreuvoir. Elle passait une brosse sur le flanc d'une de ses vaches.
L'animal mâchait tranquillement, indifférent. Je me suis arrêté à quelques mètres, les mains enfoncées dans mes poches, attendant qu'elle se retourne. Elle a dû sentir ma présence. Elle a fini son geste, a posé la brosse sur le rebord du bac en ciment et s'est tournée vers moi. Je n'ai pas tourné autour du pot. L'acheteur s'est retiré. Les mots sont sortis, secs et laids. J'ai observé son visage, cherchant une réaction. Sa mâchoire s'est très légèrement crispée. C'est tout. Elle a juste hoché la tête, puis son regard a glissé par-dessus mon épaule, vers les champs qui s'étendaient derrière moi. Le silence qui a suivi était pire que tout. J'ai marmonné quelque chose. Un vague « je dois y retourner », et j'ai fait demi-tour sans attendre de réponse. En rentrant dans la vieille maison, l'odeur du pain de Chloé flottait encore dans l'air. J'ai ouvert la fenêtre en grand, comme pour chasser son odeur, comme pour chasser l'espoir des derniers jours. J'ai passé le reste de la soirée à nettoyer des outils rouillés dans la grange, juste pour le bruit du métal contre la brosse en fer. Le lendemain matin, je n'ai pas préparé de thermos. Je l'ai vu sortir pour la traite, une silhouette lointaine dans la brume matinale. Je suis resté derrière ma fenêtre, une tasse de café instantanée à la main, son goût amer remplissant ma bouche. Nos chemins ne se sont pas croisés. Je me suis imposé une nouvelle routine, faite de tâches lourdes et solitaires. J'ai commencé à défricher la parcelle derrière la grange, arrachant les ronces à main nue, jusqu'à ce que mes paumes saignent. Les jours se sont étirés, silencieux et gris. On se voyait de loin, 2 silhouettes sur des terres voisines, chacun absorbé par son travail. Le chemin de terre qui nous séparait semblait s'être élargi, transformé en un fossé infranchissable. Parfois, nos regards se croisèrent par-dessus la clôture. Un hochement de tête, rien de plus. Je me suis surpris à compter les heures entre ces moments, comme un prisonnier qui compte les jours sur un mur. Une semaine après l'appel, en rangeant le grenier, je suis tombé sur une petite boîte en fer. À l'intérieur, il y avait la boussole que j'avais offerte à Chloé pour ses 10 ans. Le verre était fêlé. Je l'ai tenu dans ma paume, le métal froid contre ma peau. 25 ans. Un poids énorme s'est abattu sur ma poitrine. J'ai refermé la boîte d'un coup sec, l'ai jetée dans un carton et je suis descendu 4 à 4, ayant besoin d'air. Je suis sorti et j'ai marché, sans but, jusqu'au grand chêne. Mes doigts ont trouvé la corde de la balançoire, presque par réflexe. Les fibres étaient rêches, humides de la rosée du matin. J'ai tiré dessus. La branche a gémi doucement. J'ai levé la tête, regardant le bois poli par des années de frottement, par des années de son attente. Mon poing s'est serré sur la corde. J'avais l'impression de tenir la preuve matérielle de ma propre lâcheté. Elle était là, de l'autre côté du champ, en train de réparer une clôture. Elle s'est redressée, le marteau à la main, et m'a vu. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas bougé non plus. On est resté là, séparés par une centaine de mètres de pâturage. Le chêne entre nous deux. Le vent faisait bruire les feuilles, le seul son dans ce silence pesant. J'ai lentement relâché la corde, qui s'est balancée doucement, vide. Je suis rentré à la maison, le pas lourd. Assis à la table de la cuisine, j'ai regardé la lumière du jour décliner sur les collines. Vendre, partir. C'était la solution la plus simple, la plus lâche. C'était répéter la même erreur 20 ans plus tard. J'ai posé mes mains à plat sur la table en bois massif, sentant ses imperfections sous mes paumes. Demain j'irai lui parler. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais ce silence, je ne le supportais plus. Le lendemain, je n'ai pas attendu. Le soleil perçait à peine à travers la brume matinale quand j'ai traversé le chemin. Mes bottes s'enfoncèrent dans la terre encore molle de la rosée. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais chaque pas vers le grand chêne me semblait plus juste que tous ceux que j'avais faits pour m'en éloigner. J'ai enfoncé mes mains dans mes poches, le cuir de ma vieille veste craquant doucement. Elle était là, comme si elle m'avait attendu. Elle ne travaillait pas. Elle se tenait simplement près du tronc, le dos tourné vers moi, une main posée sur la vieille corde de la balançoire. Ses doigts suivaient les fibres usées du chanvre. Je me suis arrêté à quelques mètres, le bruit de mes pas étouffé par l'herbe haute. Le silence n'était plus vide, il était plein de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 20 ans. J'ai raclé ma gorge, un son rauque dans le calme du matin. Je n'ai jamais eu le cœur de la couper non plus. Elle a sursauté légèrement, mais elle ne s'est pas retournée tout de suite. Sa main est restée sur la corde un instant de plus, puis elle l'a laissée retomber le long de son corps. Lentement, elle m'a fait face. Ses yeux noisettes étaient fatigués, mais il n'y avait plus de colère dedans. Juste une immense lassitude. « Tu devrais trouver un autre acheteur, Léo. » Sa voix était basse, presque neutre. Elle a fait un geste vague vers la maison derrière moi, puis vers ses propres champs. « Ce n'est plus chez toi. Cette terre, ce n'est pas ton combat. » Elle a croisé les bras sur sa poitrine, une barrière fragile entre nous. Chaque mot était une invitation polie à repartir, à la laisser tranquille avec ses fantômes et les miens. J'ai secoué la tête.
J'ai baissé les yeux vers la pointe de mes bottes, puis je me suis forcé à la regarder. Je suis parti parce que j'ai eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur de tout ça. Mon regard a balayé la terre, les arbres, le ciel immense, et je suis resté silencieux par lâcheté. C'était plus facile de faire semblant d'oublier que d'affronter ce que j'avais laissé derrière moi. Son expression n'a pas changé, mais une lueur a vacillé dans son regard. Elle a dégluti, ses yeux fixés sur les miens. « Tu avais promis de revenir dans cette ferme. » Elle a prononcé les mots lentement, sans le poids de l'accusation de la première fois. Ce n'était plus un reproche, c'était une question dépouillée de tout qui flottait entre nous, fragile comme un souffle dans l'air froid du matin. J'ai fait un pas vers elle, puis un autre. Je me suis arrêté si près que je pouvais voir la petite cicatrice sur son menton. Mes mains sont sorties de mes poches, j'ai regardé la corde usée qui pendait entre nous, le témoin silencieux de notre histoire. Mon regard est revenu sur elle. Ma propre voix était à peine un murmure, mais elle était stable. La promesse tient toujours. Elle a détourné les yeux vers les collines lointaines. Un frisson a parcouru ses épaules. Tu ne sais pas ce que c'est, Léo. Les factures qui s'accumulent, la machine qui tombe en panne en pleine nuit, la peur constante que tout s'effondre. Tu n'as pas signé pour ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle s'est frottée les bras, comme pour se réchauffer. Mais je savais que le froid venait de l'intérieur. Je ne signe pas pour ça. J'ai attendu qu'elle me regarde à nouveau. Je signe pour toi. Les mots sont sortis, simples, évidents. J'ai désigné le chêne, la terre sous nos pieds. 20 ans, c'est long pour tenir une promesse. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour commencer. Mon cœur battait fort contre mes côtes, mais pour la première fois, ce n'était pas à cause de la peur. Une larme a roulé sur sa joue. Elle l'a essuyée d'un revers de main rapide, un geste brusque et instinctif. Elle a secoué la tête, pas pour dire non, mais comme pour chasser une pensée. Un long soupir a soulevé sa poitrine, un souffle qui semblait libérer des années de tension. Elle a laissé retomber ses bras le long de son corps. Le mur entre nous venait de s'effondrer en silence. Ma main s'est tendue, et mes doigts ont effleuré la corde effilochée de la balançoire. Je l'ai fait glisser entre mon pouce et mon index, sentant sa rugosité. On devrait la remplacer, ai-je dit doucement. Pas pour oublier, pour construire. Les fibres se sont désagrégées un peu plus sous ma pression, tombant comme de la poussière sur le sol. Un sourire minuscule, à peine perceptible, a étiré le coin de ses lèvres. C'était la première fois. « Oui », a-t-elle murmuré. Elle a tendu la main à son tour et l'a posée sur la corde, juste au-dessus de la mienne. Nos doigts se sont frôlés. Le contact était léger, presque accidentel, mais il a ancré quelque chose de solide et de réel entre nous. On est resté comme ça un long moment, sous le regard du vieux chêne. Puis, elle a retiré sa main et a pointé son menton vers la limite de nos deux terres. La clôture a cédé là-bas avec l'orage, les vaches pourraient en passer. Son ton était redevenu pratique, celui d'une fermière qui a du travail à faire. C'était sa façon de dire oui, de tourner la page. J'ai suivi son regard, voyant les piquets de bois penchés et le fil barbelé détendu. J'ai hoché la tête. La question n'était plus de savoir si je restais, mais comment. Le travail était la seule réponse que nous connaissions tous les deux. Je lui ai emboîté le pas, alors qu'elle se dirigeait vers la clôture. On a marché côte à côte, nos épaules se frôlant parfois. Le soleil était plus haut maintenant, chassant les dernières brumes. Un nouveau jour commençait. Vraiment. 6 mois ont passé. Chaque matin, je me lève avant l'aube, le plancher froid sous mes pieds. Je prépare le café, l'odeur se mêlant à celle du foin qui entre par la fenêtre ouverte de la cuisine de Chloé. Quand elle rentre de la première traite, ses joues sont rougies par le froid. Je lui tends sa tasse sans un mot, elle me l'attrape avec ses mains fortes et chaudes. Nos regards se croisent au-dessus de la vapeur. Il n'y a plus de questions dans ses yeux, juste une présence calme. On a passé l'automne à réparer le toit de ma vieille grange, côte à côte sur l'échafaudage. Parfois, elle me demandait un outil et nos doigts se frôlaient en se le passant. Il n'y avait plus cette décharge électrique, juste la familiarité de 2 personnes qui travaillent vers le même but. On ne parlait pas du passé, on parlait de l'inclinaison des tuiles, de la solidité des poutres. On construisait quelque chose, littéralement, sous le ciel gris du Perche. Les soirs d'hiver, on s'assoit sur le perron de sa ferme, enveloppé dans des couvertures. Le silence n'est plus un vide à combler, c'est un espace que l'on partage. Sa tête trouve sa place sur mon épaule, un poids familier et rassurant. Je regarde les lumières de ma ferme que j'ai recommencé à entretenir, et je ne vois plus une coquille vide. Je vois une promesse. Parfois, je passe un pouce sur le dos de sa main, sentant les callosités et la peau douce. La vieille corde de la balançoire est toujours là, accrochée au grand chêne. On ne l'a pas coupée. On a juste ajouté une assise en bois neuf que j'ai sculptée dans une vieille planche de la grange de mes parents.
Parfois, quand le travail est fini, c'est elle qui s'y assoit et me regarde finir de ranger les outils. Le mouvement de la balançoire est lent, régulier comme la respiration de la terre à la fin de la journée. Un lien entre ce qui était et ce que nous bâtissons. Je me surprends parfois à regarder mes propres mains. Elles ne sont plus celles de l'homme qui est arrivé ici il y a presque un an. La peau est tannée, traversée de petites cicatrices, les paumes sont dures. Elles savent comment tenir un marteau, comment guider un veau, comment sentir si la terre a soif. Je suis retourné dans cette ferme, mais c'est surtout la ferme qui est revenue en moi, me remodelant de l'intérieur, jour après jour, geste après geste. L'autre jour, alors qu'on rentrait le foin avant une averse, elle s'est arrêtée, le souffle court, et a dit en regardant les nuages sombres, « La terre, elle, n'attend pas. » Mais cette fois, il n'y avait plus de poids dans sa voix. C'était un simple fait, une vérité partagée. J'ai hoché la tête. J'ai attrapé une autre botte de foin, et j'ai juste dit « Alors, on ne va pas la faire attendre. » Elle m'a souri, un coin de lèvres relevé. Bien sûr, il y a des jours difficiles, des jours où une machine tombe en panne, où le prix du lait baisse, où la fatigue pèse si lourd qu'on a du mal à se lever. Dans ces moments-là, on ne parle pas beaucoup. Je la vois, le front plissé, le regard perdu vers l'horizon. Je m'approche, je pose ma main sur la sienne, posée sur un piquet de clôture. Elle serre mes doigts, juste une seconde. C'est assez. On sait qu'on n'est plus seul face à la tempête. Ce soir, on est appuyé contre la clôture neuve qui sépare nos deux terres, qui ne les sépare plus vraiment. Les grillons chantent. Le ciel est plein d'étoiles. Elle a posé sa tête contre mon bras. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, combien de saisons difficiles nous attendent. Mais je regarde ces champs, et les miens, qui ne font plus qu'un dans la pénombre. Une saison se terminait, une autre allait commencer. Et pour la première fois depuis 20 ans, j'étais exactement là où je devais être.